va pouvoir ouvrir ce conseil municipal et je vais donc procéder à l'appel. Alors, Yassine Aouichi. Madame Soulabakour est excusée, représentée par Denis Sago. Madame Nawal Batiti-Guéry est excusée. Karima Bazizé, excusée, représentée par Linda Bentifrawin. Linda Bentifrawin. Guillaume Charlemagne est excusé, représenté par Yassine Aouichi. Bruno Courtois. Présent. Manuela de Arrojo. Présent. Patrick Duboc. Présent. Julien Dugnol. Bernadette Gruel. Présent. Erika E. Basconcello. Présent. Nicolas Hulin. Présent. François Jurizic. Présent. Hélène Caffi. Présent. Cécilia Cotane. Taner Cotane. Présent. Jean-Luc Langlais. Présent. Amandine Lapart est excusée, représentée par Hélène Caffi, Julie Lesage, Bénédicte Mag, Catherine Muller. Wello Goulat est excusée, représentée par Jean-Luc Langlais. Hélène Pelli est excusée, représentée par Prijo Tiarsi, Fabrice Raoul, présent. Véronique Rivette, présent. Denis Sago, présent. Cathy Septi, présent. Prijo Tiarsi. Présent. Merci bien. Donc, désigné en secrétaire de séance, Erika E. Vasconcello. Tout le monde en est OK. Alors, avant de dérouler le sujet pour lequel nous sommes réunis, je dois vous faire adopter l'ordre du jour de la présente réunion. Alors, il n'y a pas de vote électronique pour ça. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Je ne vois pas, c'est donc adopté. Merci. Et donc, comme je le disais, en application donc de l'article 2122-17 du CGCT, de la circulaire ministérielle du 6 mai 2026, nous sommes donc réunis pour désigner aujourd'hui les délégués titulaires et suppléants dans le cadre des élections sénatoriales. Merci de votre disponibilité sur cette date qui nous a été imposée. Et en ce matin, en cette matinée, merci donc de vous être rendus disponibles, puisque, je le rappelle, le renouvellement des sénateurs aura lieu le dimanche 27 septembre 2026 pour le département de la Seine-Maritime et donc dans les communes de 9 000 à 30 799 habitants. Tous les conseillers municipaux en fonction sont délégués de droit, à l'exception de ceux qui n'ont pas la nationalité française. Et les membres du conseil municipal, qui sont notamment également députés, sénateurs, conseillers régionaux, conseillers départementaux peuvent participer à l'élection des délégués et suppléants, mais ne peuvent pas être élus délégués ou suppléants. Et donc, par conséquent, ayant un mandat de conseillère départementale, je dois désigner un représentant pour me représenter dans les fonctions de délégué, donc que vous trouvez sur la liste, et Madame Nawal Batiti-Guéry également, qui a un mandat de conseillère régionale, m'a informé qu'elle désignait Monsieur Nathalie Boust, qui la remplacera dans ses fonctions de délégué. Donc des suppléants sont élus dans toutes les communes. Ils sont appelés à remplacer les délégués des conseils municipaux lors de l'élection des sénateurs en cas de refus, de perte de droits civiques et politiques, de décès, d'empêchement ou de cessation des fonctions de conseiller municipal de ces délégués. Donc pour Grand Couronne, le nombre de suppléants est fixé à 8 par arrêté préfectoral du 21 mai 2026. Donc tout conseiller municipal peut présenter une liste de candidats aux fonctions de suppléants. Aucune personne extérieure au conseil municipal ne peut présenter de candidats. Les listes peuvent comprendre un nombre inférieur ou égal au nombre de candidats suppléants à pourvoir, et chaque liste de candidats aux fonctions de suppléants doit désormais être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. La déclaration de candidature est rédigée sur papier libre. Elle doit contenir les mentions suivantes, donc le titre de la liste et des mentions qui sont obligatoires. L'élection des suppléants se fait par scrutin de liste à la proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, ce qui veut dire que si vous rayez des noms, si vous écrivez sur le bulletin, il sera considéré comme nul. Et donc, je vais vous inviter à procéder à l'élection des délégués et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs. Donc, vous avez sur votre table deux listes qui vous ont été distribuées et un bulletin blanc. Et donc, sur chaque liste, vous retrouvez à gauche, les délégués de droit qui sont désignés, et vous avez sur la partie droite les délégués suppléants. Est-ce que cela appelle des remarques de votre part? Merci, Madame le maire. Nous comprenons parfaitement que le conseil municipal
exceptionnel résulte d'une demande du préfet et qu'il doit être organisé dans des délais particulièrement contraints, vous l'avez fort justement rappelé, et personne ne remet ici en cause cette obligation. En revanche, permettez-moi de nous interroger sur l'horaire retenu, 8h30 un jour de semaine. À cette heure-là, nombre de citoyens sont déjà au travail, nombre d'élus également. Je vous rappelle qu'il y a 25% d'absents aujourd'hui au conseil municipal. D'autres accompagnent leurs enfants à l'école. Et beaucoup ne pourront pas simplement assister à cette séance pourtant importante de la vie de la commune. Le conseil municipal, c'est pas simplement une réunion administrative entre élus, c'est avant tout un moment de vie démocratique qui, je pense, appartient à l'ensemble des habitants et qui, comme le disait Pierre Mendès France, la démocratie ne consiste pas à mettre de façon épisodique un bulletin dans l'urne, mais plutôt de contrôler l'action des élus après l'élection. Alors comment finalement ces habitants, et je les remercie, ils sont un peu plus d'une dizaine à être là ce matin, on s'était habitué à beaucoup plus ces derniers mois, mais comment les habitants peuvent-ils exercer ce contrôle démocratique lorsqu'ils sont empêchés, dans les faits, d'assister au débat ? Malheureusement, ce choix d'horaire ne semble pas être un fait isolé, car on pourrait le voir comme quelque chose d'exceptionnel, mais finalement, en regardant dans le rétroviseur, j'ai l'impression qu'il s'inscrit dans une nouvelle conception de la démocratie à Grand Couronne qui existe depuis le début du mandat. Nous l'avons vu déjà lors du vote du règlement intérieur, qui est venu fixer à 7 le nombre d'élus minimum pour constituer un groupe. Je vous rappelle qu'avec un peu moins de 200 voix d'écart, notre groupe a 6 élus. Volonté délibérée ou pas, j'ai mon avis sur le sujet, mais notre groupe est privé de la possibilité d'être reconnu officiellement comme un groupe politique au sein du Conseil. Et puis dernièrement, nous l'avons vu également lors de la publication des tribunes politiques, pour lesquelles un règlement du Conseil municipal existe, avec un nombre de caractères, une police, une typologie. Et puis, à notre grande surprise, lorsque ce document est imprimé, plus rien ne correspond à ce qui est inscrit dans le règlement du Conseil. Et là encore, de nombreux habitants viennent nous faire remarquer qu'il faut presque une loupe pour pouvoir lire ces tribunes politiques. Là aussi, volonté délibérée ou pas, je ne le sais pas. Mais là encore, j'ai mon avis sur la question. Alors aujourd'hui encore, nous avons le sentiment que tout est fait pour respecter les textes, c'est vrai, je vous l'accorde, mais rarement finalement pour favoriser pleinement la démocratie. Et pourtant, Léon Blum, pour le citer, disait que la démocratie, c'est le droit pour chacun de faire valoir son opinion, et ce droit ne concerne pas uniquement la majorité, il concerne également l'opposition, les associations, les habitants, et finalement tous ceux qui participent à la vie démocratique et locale. La démocratie locale, elle ne se mesure pas seulement au nombre de sièges détenus par une majorité, elle se mesure à la place qui est laissée aux voix différentes, à la transparence des décisions et à la capacité des citoyens à suivre et à comprendre les débats qui les concernent. Alors notre pays, la France, est une grande démocratie. Ce n'est pas un pays où l'on redoute le débat contradictoire, ou la présence du public au sein d'une assemblée. Au contraire, notre tradition républicaine, elle repose avant tout sur l'idée que la confrontation des points de vue renforce la décision publique. C'est pourquoi nous regrettons profondément le choix de cet horaire qui, qu'on le veuille ou non, éloigne une fois de plus les habitants de notre conseil municipal. Alors respecter les textes est une obligation, c'est vrai, mais respecter l'esprit de la démocratie est un choix politique. Je vous remercie. Merci. Juste pour rebondir sur l'horaire, alors on n'empêche pas le public de venir, puisque la porte est grande ouverte et qu'on a du public ce matin que je remercie également. On est les premiers gênés en fait par l'horaire et par la date qui est imposée par le conseil municipal, et on fait avec ce qu'on peut, parce que je rappelle qu'il y a quand même beaucoup de festivités sur le mois de juin dans la commune, et que la soirée est très, très prise aujourd'hui notamment, et que
ce qu'on aime par-dessus tout, c'est d'être au plus près des habitants et être avec eux dans ces moments de festivité. Donc je suis bien désolée, vous le voyez, nous-mêmes, on a des absences ce matin parce que c'est compliqué de pouvoir s'organiser. Beaucoup l'ont fait et c'est pour ça que je vous ai remercié en ouverture de ce conseil municipal de s'organiser parce que la date nous a été transmise très tardivement également. Donc voilà, on fait tous présence, acte de présence, on le fait comme on peut. Et je rappelle que les conseils municipaux sont rediffusés, donc chacun est libre après de regarder sur la chaîne YouTube de la ville et sur le site internet de la ville les débats qui sont proposés. Et puis en termes de démocratie et de débat, de discussion, je rappelle aussi que je propose régulièrement des rendez-vous avec votre chef de file qui bien souvent les refuse. Donc ma porte est ouverte, donc aucun problème pour discuter. Mais il n'y a pas d'obligation. Enfin, pour discuter ensemble, il n'y a pas besoin d'avoir des termes réglementaires et d'avoir un groupe forcément. Donc, c'était l'objet de la dernière proposition de rendez-vous qui a été. Je parle, Madame Rivette. C'était l'objet de la dernière du dernier rendez-vous qui vous a été proposé justement de voir comment on pouvait améliorer les choses et puis travailler sur ces questions de règlement, d'amélioration des choses. Donc, quand on refuse un rendez-vous, malheureusement, on ne peut pas avancer. Vas-y, tu peux. J'ai reçu un mail par rapport à la demande de groupe où il m'a été bien spécifié qu'il n'y aurait pas de groupe, que c'était refusé. Donc, Il y a une proposition de rendez-vous qui vous a été faite. Madame Rivette, vous aviez quelque chose à ajouter, non ? Il faut ouvrir le micro. Juste, c'est un petit peu facile de dire les choses comme ça. Vous invitez Monsieur Sago à venir, mais invitez-nous tous les 6, puisque nous n'avons pas de groupe, nous n'avons pas de chef de file. Donc nous sommes 6 représentants de l'opposition. Recevez-nous tous les 6. Alors si on vient 22, ça va être compliqué. C'est pas l'objet en fait de ces rendez-vous. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur Madame Mac, vous aviez ouvert le micro. Oui, moi j'avais une prise de parole, en effet. Donc au moment où nous tenons ce conseil municipal, il était envisagé, je pense qu'elle aura lieu, une heure d'information syndicale organisée par la CGT auprès des agents de notre collectivité. Nul doute que cette réunion sera largement consacrée aux nombreuses fins de contrat actuellement engagées au sein des services municipaux. Aujourd'hui, vous devez des explications aux élus comme aux habitants. Ces explications, nous les attendions déjà lors du débat d'orientation budgétaire du mois d'avril. Or, à cette occasion, vous n'avez pas apporté des éléments nécessaires permettant de comprendre l'ampleur des décisions qui étaient manifestement en préparation. L'enchaînement des événements conduit légitimement à s'interroger et à penser que ces suppressions de postes et cessations de contrats étaient déjà envisagées lors de votre réélection. Dans ce cas, pourquoi les difficultés financières que vous évoquez pour vous justifier et leurs conséquences sur les effectifs municipaux n'ont-elles jamais été exposées pendant la campagne électorale ? Nous sommes en droit de considérer qu'il y a là un manque de transparence vis-à-vis des électeurs. Les habitants ont à présent le droit de connaître les choix qui engagent l'avenir des services publics locaux. Une élection remportée avec seulement 191 voix ne saurait justifier une gouvernance autoritaire ni un déni du débat démocratique. Nous dénonçons cette situation par respect pour les habitants, pour les agents, mais aussi par respect pour le service public. Nous souhaitons également avoir une pensée pour les personnes directement concernées par ces décisions qui vivent aujourd'hui une période d'incertitude professionnelle et personnelle particulièrement difficile, d'autant plus incompréhensible qu'elle intervient sans anticipation ni considération visible pour leur engagement au service de la collectivité. Derrière ces lignes budgétaires et les tableaux d'effectifs, il y a des femmes et des hommes qui vivent aujourd'hui une période d'incertitude professionnelle et personnelle particulièrement difficile. Cette situation est d'autant plus incompréhensible qu'elle intervient sans anticipation apparente ni considération visible sur leur engagement au service de la collectivité. Nombre de ces agents ont participé pendant des années au bon fonctionnement des services municipaux. Aujourd'hui, ils découvrent leur avenir professionnel et remis en cause dans des conditions qui suscitent beaucoup d'incertitude et d'incompréhension. Cette situation soulève d'ailleurs une contradiction politique que nous ne pouvons passer sous silence. À la fin du précédent mandat, vous vous étiez félicité d'avoir proposé des contrats permettant, selon vos propres termes, de sortir les agents de la précarité. Comment comprendre alors qu'aujourd'hui, quelques mois plus tard, ce soient précisément des agents dont vous revendiquiez la sécurisation des parcours professionnels qui se retrouvent confrontés à des fins de contrat et à de telles incertitudes ?
Ces questions méritent une réponse claire, car soit ces recrutements correspondaient à un besoin réel du service public local, et il faut alors expliquer pourquoi ces besoins auraient brutalement disparu, soit ils relevaient davantage d'une stratégie politique de communication et d'une gestion durable des effectifs. Dans les deux cas, les agents et les contractuels ne doivent pas devenir une variable d'ajustement de choix dont ils ne sont pas responsables. Car une question se pose derrière votre argument financier. Qui est réellement visé par ces économies? Les services rendus à la population ou l'organisation des services de la collectivité? Ou alors est-ce votre méthode de résorber les emplois précaires? Concrètement, ce sont les habitants qui risquent d'en subir les conséquences directes. Nous pensions également qu'avec votre expérience de juriste, davantage de méthodes auraient préalablement pu être employées pour conduire ce dossier. Sur la forme, de nombreuses interrogations demeurent. Les instances compétentes ont-elles été correctement réunies et consultées? Les commissions paritaires ou les instances de dialogue social ont-elles été saisies conformément aux procédures? En interne, cela ne semble pas avoir été le cas. En externe, quels avis ont été rendus par les organismes consultés, notamment ceux relevant du centre de gestion? Ces questions sont loin d'être secondaires, car si les procédures n'ont pas été respectées, notre commune s'expose à des recours devant les tribunaux administratifs. Une éventuelle condamnation pour vice de forme représenterait une double peine, une atteinte à l'image de Grand Couronne et une dépense supplémentaire pour les finances publiques que vous invoquez pourtant aujourd'hui pour justifier ces décisions. Ce qui nous inquiète également, c'est le calendrier choisi. Tout semble devoir être bouclé avant l'été. Puis viendra la période des congés, qui masquera temporairement les effets de ces décisions. Mais à la rentrée, les services municipaux risquent de se retrouver amputés d'une partie de leurs effectifs. Quels services seront concernés? Quelles écoles? Les services dédiés aux seniors, notamment la résidence autonomie, mais d'autres encore peut-être. Au-delà des postes supprimés, il faut aussi penser donc aux agents qui resteront. Ils devront absorber une charge de travail accrue, reprendre des missions supplémentaires et faire face à une répartition et une dégradation de leurs conditions de travail. Nous savons tous que ces situations génèrent du mal-être, de la démotivation et à terme une détérioration de la qualité du service rendu aux habitants. C'est pourquoi nous vous demandons aujourd'hui de faire preuve de transparence. Nous souhaitons connaître précisément les postes concernés, les économies attendues, les procédures suivies et surtout les conséquences concrètes sur les services publics municipaux. Les habitants de Grand Couronne, les agents municipaux méritent ces réponses claires. Je vais redire ce que j'ai déjà dit, alors même si ce n'est pas le sujet à l'ordre du jour aujourd'hui, mais aucun problème pour vous donner quelques éléments. Je vais vous répondre ce que j'ai déjà répondu au moment du débat d'orientation budgétaire et du vote du budget. Donc c'était il y a un peu plus d'un mois et demi. Notre ligne, elle est claire. Ce que nous faisons, c'est maintenir nos engagements et poursuivre les projets utiles aux habitants sans augmenter la fiscalité ni dégrader la qualité des services publics. Cela, comme je l'ai déjà dit au moment de ces deux conseils municipaux, implique de poursuivre un travail exigeant sur la maîtrise des dépenses, y compris sur la masse salariale, on ne s'en est jamais caché. Le tout dans un temps pluriannuel, avec une vision pluriannuelle de la transparence et un dialogue, notamment avec les organisations syndicales et les représentants du personnel, qui sont informés en temps et en heure, ainsi que les instances représentatives du personnel. Donc tout ça est fait avec les lignes de gestion que nous avons également votées précédemment et qui font la lumière sur la stratégie RH de la collectivité. Gouverner, ce n'est pas empiler des décisions au nom de la générosité, ça n'est pas dépenser à tout va, c'est arbitrer avec responsabilité. La baisse ciblée des dépenses de personnel, ça ne signifie pas l'abandon du service public, car des communes de strates similaires avec des services similaires l'ont parfaitement montré. Aujourd'hui, j'entends les inquiétudes, j'entends les critiques également, j'entends aussi les prises de position des élus d'opposition et des organisations syndicales, dans un contexte où chacun sait que les élections professionnelles approchent pour les uns ou que le résultat des urnes en mars dernier n'est toujours pas digéré pour les autres. Mais ce qu'on demande à un maire, ce n'est pas de commenter les difficultés, ce n'est pas de promettre l'impossible non plus, ce n'est pas de dire ce que chacun aimerait entendre. Ce que l'on demande à un maire, c'est de prendre ses responsabilités. Et c'est ce que je fais, ce que nous faisons aujourd'hui, comme ça a toujours été le cas. La situation budgétaire de notre collectivité, et vous le savez très bien, s'est profondément dégradée ces dernières années. 2,5 millions de dettes tous les ans.
La perte fiscale liée à l'usine Chapelle Darblay, le recul de l'âge de départ à la retraite, l'évolution des dépenses liées à la masse salariale, les réglementations toujours nombreuses qui imposent des taux, des seuils, des normes, mais aussi les conséquences durables des inflations de 2022 et 2023, tout ça produit un effet très concret. Et les dépenses, même soutenues, et vous pouvez demander aux chefs de service qui participent à la préparation budgétaire, augmentent pendant que les recettes diminuent. Et vous le dites vous-même, vous le dites d'ailleurs vous-même. Dans ces conditions, nous n'avons pas d'autre choix, malheureusement, que de réduire encore les dépenses. Et puis, ce travail, il a été réalisé sur beaucoup d'autres postes budgétaires. Nous avons cherché partout des marges d'économie et préserver l'humain était notre priorité absolue. Je l'ai d'ailleurs répété aux agents directement. Et c'est précisément parce que nous voulons préserver l'essentiel et que nous sommes aujourd'hui contraints de réduire ces charges de personnel. Personne ne prend de plaisir à ça. Personne ne souhaite en arriver là. Personne n'en rêve. Mais nous n'avons pas d'autre choix que de le faire. Et gouverner, c'est parfois prendre des décisions difficiles, plutôt que de repousser les problèmes sur les autres ou sur demain. Alors on ne peut pas dénoncer des dépenses qui sont trop importantes et reprocher en même temps qu'elles ne soient pas réduites. On ne peut pas demander des économies et refuser toute conséquence sur l'organisation des services. Aujourd'hui, notre priorité, c'est de préserver justement la qualité des services et préserver la qualité du travail pour les agents. Rationaliser les coûts, ce n'est pas supprimer des postes aveuglément, comme vous le laissez sous-entendre. C'est repenser le fonctionnement à l'échelle de toute la collectivité dans le respect des statuts, des filières, des métiers, des aménagements, des situations particulières et des diplômes de chacun. La suppression des postes permanents occupés dans cette mesure générale représente 3,5% de la masse salariale, 3,5%. Il faut regarder l'ensemble de la démarche et ce qui compte le plus, ce sont la stratégie en tout cas qui est mise en place, ce sont des départs non remplacés, ce sont des renforts auxquels nous mettons fin, des remplacements auxquels nous devons renoncer. Donc je le sais, ce travail n'est pas populaire, il faut pourtant avoir le courage de le faire et c'est ma responsabilité de le faire. Car si les décisions elles ne sont pas prises aujourd'hui, d'autres devront le faire pour nous demain. Et d'autres devront prendre ces responsabilités pour nous demain et le feront dans des conditions bien plus brutales encore. Et croyez-moi, il ne restera plus rien des avantages que nous connaissons aujourd'hui. Et puis je veux le rappeler avec clarté, aujourd'hui, aucun fonctionnaire ne perd son emploi. Des recherches de réemploi sont déjà engagées pour des agents dont le contrat arrive à terme et ça fonctionne. On a déjà des agents que nous avons pu repositionner sur d'autres postes dans d'autres collectivités. Donc cette mesure d'accompagnement, elle est réelle auprès des agents dont les contrats ne sont pas renouvelés. Donc le rôle le plus facile aujourd'hui serait de dire que tout cela est injuste, que d'autres auraient fait autrement, que d'autres auraient fait mieux. Mais alors j'attends vos propositions. Vous avez, par exemple, je vais vous en donner juste une. Déjà, vous vous trompez sur vos chiffres, c'est pas 3% de la masse salariale, c'est 6, parce que 3% de la masse salariale, ça fait 360 000 euros, et on est en train de parler de 600 000. Donc, soyez précise lorsque vous évoquez les chiffres. Et puis, vous avez cherché à diminuer les dépenses. Lors du dernier budget, on vous a posé la question de pourquoi le budget des fêtes et cérémonies venait subitement d'augmenter 36 000 euros par rapport à l'année précédente. 36 000 euros, c'est un demi-poste chargé. Voilà déjà une première piste d'économie, Madame le maire. La deuxième que je vous donne, et puis on pourra échanger, si vous voulez, on se fera un rendez-vous quand vous nous recevrez tous les 7, mais je vous en donne les 6, mais je vous en donne une deuxième. La deuxième, c'est la DSU. La DSU sur les indemnités d'élus, c'est quand même assez dingue. Alors je sais que vous n'avez rien pris de plus, je sais ce que vous allez me dire. Néanmoins, lorsqu'on est en train de chercher des économies dans la collectivité, et qu'on a le droit de rémunérer, et moi, honnêtement, je pense que c'est la loi qui est mal écrite et qui est mal faite. Mais permettre à des élus, parce qu'on a des gens dans les quartiers prioritaires politiques de la ville, qui se trouvent en difficulté sociale et économique, permettre aux élus, parce qu'on a une population fragile, de s'octroyer plus d'indemnités, je trouve ça scandaleux. Je trouve ça scandaleux. Mais c'est ce que vous avez fait.
Il y a d'autres villes en France qui ont fait le choix de ne pas prendre la part de DSU dans les indemnités d'élus. C'est le cas. Alors vous aviez, encore une fois, vous aviez le droit de le faire. Il n'y a pas de problème avec ça. Simplement, si vous me demandez ce que j'aurais fait, eh ben à votre place, je ne l'aurais pas fait. Alors, pour répondre à la question sur les fêtes et cérémonies, ce que vous laissez sous-entendre dans ce que vous dites, Monsieur Dugnol, c'est que on profiterait en fait de l'argent de la collectivité pour pouvoir se nourrir entre nous, aller au restaurant et faire des fêtes, et voilà, de l'entre-soi. En fait, pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, mais je vais vous répondre, Monsieur Dugnol, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on regroupe toutes les dépenses liées aux fêtes et cérémonies, c'est-à-dire tous les vins d'honneur et tous les moments en fait dans les cérémonies où on a l'occasion d'inviter la population. Donc, quand on reçoit avec un peu de cidre, pour être un peu fou, des jus de fruits, enfin. Excusez-moi, mais je crois qu'il n'y a rien, il n'y a pas de quoi se dire on fait vraiment des folies sur la question des fêtes et cérémonies. Et ça, je voulais vraiment rétablir la vérité parce que aucun élu ici, dans notre groupe, ne se fait rembourser des tickets de parking, ne se fait rembourser un restaurant, n'invite qui que ce soit. Donc ne laissez pas croire n'importe quoi, ne faites pas dire n'importe quoi aux chiffres. Parce que vraiment, je le dis, cette ligne fêtes et cérémonies, c'est la réunion en fait de toutes les cérémonies qu'on peut avoir sur la commune. Et puis revenir sur la question des indemnités, Monsieur Dugnol, je trouve ça tellement mensonger et tellement. Non, mais en fait, c'est pareil. Vous avez l'air de dire que là aussi, on profite et que les élus prendraient sur l'enveloppe qui est dédiée à la politique de la ville pour pouvoir s'indemniser au titre des indemnités d'élus. Et je trouve ça tellement déplacé et tellement ridicule. Monsieur Dugnol, j'ai pas mon bulletin d'indemnité sur moi, mais je pourrais vous le ramener. En tant que maire, je gagne 1 100 € net. Donc, qu'on vienne me dire que je prends sur l'argent des couronnés, sur le dos des couronnés, je trouve ça tellement honteux et tellement déplacé de votre part, sachant que tous les élus, et vous y compris, si vous aviez été aux responsabilités, vous auriez perçu une indemnité. Non, j'ai été écouté. Puisque j'ai pas prévu d'être aux responsabilités, et ben la région, 100% de mon indemnité était reversée, à la fois, je vous le dis, au Parti communiste et au Secours populaire chaque mois. Mais j'avais pas le choix je vous rappelle que j'étais dans un groupe minoritaire de la majorité, donc on m'a pas demandé mon avis. Néanmoins, je vous rappelle que Patrice Dupré, par exemple, qui était à la même situation que vous, n'a jamais pris d'indemnité durant les derniers mandats, puisqu'il considérait qu'il avait son indemnité de conseiller régional et son indemnité de président du SMEDAR, et qu'il n'avait pas d'indemnité à prendre à la ville de Grand-Couronne. Mais je veux pas que vous pensiez que je suis contre les indemnités versées aux élus, et que cette indemnité, elle est là pour indemniser le travail que vous faites au quotidien. J'ai aucun problème avec ça, et je sais que être élu, c'est quelque chose qui nécessite du temps, du courage, et qui est encore plus dur aujourd'hui que ça ne l'était hier, et j'ai aucun problème à le dire et à le reconnaître. Simplement, si vous me demandez des sources d'économie, je vous donne les miennes. Acceptez simplement que on puisse avoir un point de divergence là-dessus. Mais c'est pas du tout une critique. Et pareil pour les fêtes et cérémonies, j'ai pas laissé, me semble-t-il, penser que c'était pour aller vous-même au restaurant ou je ne sais quoi. Non, pas du tout. Simplement, comprenez que ça interpelle. Un budget qui est en hausse de 31 000, 32 ou 33 000 euros, je crois, sur une ligne budgétaire, c'est le rôle de l'opposition que de vous poser des questions. Parce que si je ne le fais pas, qui en parle ? Donc moi, bonjour, je voulais m'adresser particulièrement à vous, mes collègues, et aussi aux couronnés qui sont présents et qui pourront aussi regarder la vidéo. Je trouve quand même choquant ce que vous évoquez là depuis tout à l'heure, parce que moi, je me rappelle très bien qu'en 2020, notre premier mandat, on a dû faire face à des emplois précaires, c'est-à-dire des agents qui étaient en contrat de vacataire, en plus c'était illégal, et on a dû régulariser de nombreuses situation des gens qui étaient depuis plus de 10 ans sans sécurité d'emploi. Et là, aujourd'hui, on parle qu'on aurait pu faire autrement. Ok, il n'y a pas de souci. Il y a eu des invitations qui ont été proposées, vous n'êtes jamais venus. À un moment donné, quand on s'adresse aussi dans une réunion ou un conseil municipal comme celui-ci pour nous faire que des reproches, moi j'ai envie de vous dire, mais vous,
pendant toutes ces années, vous avez fait travailler des gens en vacation, sans sécurité d'emploi, sans promesse que le lendemain serait certain pour eux. Et aujourd'hui, vous nous reprochez parce qu'on met fin à des contrats. Vous nous avez reproché pendant des mois, voire des années, qu'on avait une masse salariale importante. Aujourd'hui, on met fin à des contrats de remplacement. On met fin à des contrats de renfort auxquels aujourd'hui, on a fait le choix de proposer un accompagnement pour qu'ils puissent retravailler autre part dans une autre collectivité. Et là, vous n'êtes pas encore content. Moi, je ne comprends pas. Votre but, c'était quoi? Qu'on puisse licencier des titulaires? C'est quoi? Pour moi, c'est une porte pour dire encore, les élus de la majorité profitent de la situation, prennent des indemnités. On n'a pas augmenté nos indemnités. On n'a rien augmenté du tout, on a même baissé l'enveloppe. Vous serez sûrement surpris de voir que nos indemnités de chacun, quelles sont aujourd'hui et le temps de travailler. Nous, on ne s'acharne pas là-dessus. Nous, on n'a jamais eu des indemnités à plus de 1 000 €, monsieur. À un moment donné, il faut arrêter. Si je vous montre, moi, mes indemnités et le temps de travailler sur la commune depuis des années, vous serez choqués. Et moi, je ne demande rien, même pas un plein d'essence ou quoi que ce soit. À un moment donné, vous nous reprochez la DSU. La DSU, c'est pas nous qui l'avons mis en place. On est bien d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, on la touche? Non, on a baissé l'enveloppe des indemnités. On ne prend pas l'intégralité. On ne prend pas l'intégralité de l'enveloppe, monsieur. Dans ces cas-là, si on prend l'intégralité de l'enveloppe, on pourrait dire quelque chose. Mais là, aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, essayez de ne pas faire croire aux habitants que nous sommes là, nous sommes les méchants de service, à mettre des fins de contrat, à prendre que des indemnités et de rien faire pour la commune. Je vous remercie. Juste, si je peux me permettre. Madame, vous me parlez des emplois de vacataires. Il faudrait d'abord vérifier que vous ayez effectivement résorbé tous les emplois de vacataires. Avez-vous encore des emplois de vacataires dans cette collectivité? Avant de parler, il faut examiner. Ensuite, vous détournez habilement cette discussion vers des polémiques qui ne sont pas les nôtres et vous invitez les habitants à regarder cette vidéo qui, de toute façon, ne permettra que de diffuser votre intervention. Mais au-delà des emplois de vacataires, aujourd'hui, il faut se concentrer aussi sur l'inquiétude des agents qui sont venus nous voir, l'inquiétude des habitants qui sont venus nous voir. Et ce qu'on vous invite, c'est à faire correctement les choses. Vous nous parlez de fin de contrat de remplacement, mais la résidence autonomie, ce n'était pas un contrat de remplacement, c'était un contrat créé d'1 an qui prend fin, effectivement. Mais ce service des week-ends et des soirées, est-ce qu'il va prendre fin? Est-ce que c'est terminé? On n'a plus besoin de gardiennage les week-ends? On n'a plus besoin de cette dame qui réalisait cette mission-là? Est-ce qu'à Victor Hugo, on a encore besoin des contrats des dames qui accompagnent les enfants de l'école? Est-ce que ça, c'était des remplacements? Donc il faut respecter concrètement les agents et les gens qui étaient sur ces contrats et faire les choses. Vous avez saisi les emplois, vous avez saisi les instances paritaires internes, vous avez saisi le centre de gestion. Comment ça s'est passé? Est-ce que les contrats concrètement étaient supprimés? C'est ça les vraies questions. C'est la méthode, le fond et la forme. Vous parlez de générosité, mais c'est pas de la générosité. C'est concrètement des démarches qui doivent être faites avec les gens, avec la discussion avec les gens. Et pour moi, des propositions dans d'autres collectivités, c'est pas du reclassement. C'est juste envoyer les gens ailleurs. Bonjour les collègues. Alors, vous vous permettez de dire que nous ne faisons pas les choses correctement? Ok, donc le premier mandat et ce deuxième mandat, nous faisons tout notre possible pour réparer les choses qui n'ont pas été faites. Merci madame. Alors, je rejoins ma collègue. Vous dites qu'on ne fait pas les choses correctement. Vous nous demandez si on a questionné le centre de gestion ou autre. Et qu'est-ce que vous en savez? Vous n'êtes pas venu aux réunions. Excusez-nous, on n'est pas conviés au CST, donc on n'en prend pas part. Et c'est pas des réunions auxquelles on est conviés, donc on risque pas de venir. Et le CST du centre de gestion n'y prend pas part non. Je m'adressais plutôt sur la réunion au laquelle vous avez été convié et que vous n'êtes pas venu directement vous adresser auprès de Madame le maire. Vous avez décliné le rendez-vous. Est-ce que moi j'ai été invitée personnellement? Dites-le moi. Est-ce que moi j'ai été invitée personnellement et que j'ai décliné ce rendez-vous? Dites-le moi.
on parle à votre chef de file, madame. On n'a pas de chef de file, on n'est pas un groupe. Bah, si, quand même. Puisque, bah si, quand on prend la liste, je suis désolée. Alors, mais moi, il y en moi a. j'ai envie de dire Je que suis même désolée. si le chef de file, vous dites que vous en avez pas, il a reçu l'invitation. Donc, si lui, il déclinait de venir au rendez-vous, il aurait pu vous le proposer, le rendez-vous. Et vous le Mais vous détournez encore une fois cet échange vers des fausses polémiques qui n'existent pas. La réponse, c'est pas à nous qu'il faut l'apporter, c'est aux agents et aux habitants. C'est pas à nous. Excusez-moi, monsieur Sago, excusez-moi. Madame le maire vous a invité. Vous voulez être représenté à chaque fois, mais défendez-vous. À vous, vous êtes le chef de file. Donc, Madame le maire, si elle est invitée, si nous, on l'accompagne tous, c'est pas possible. C'est à vous de défendre votre groupe. Bah, alors, alors, je suis désolée. Pendant les élections, moi, j'ai vu que monsieur Sago sur les papiers en tant que chef de file. Vous le dites vous-même, les élections sont terminées, nous ne sommes pas un groupe. Dorénavant, il faut considérer s'adresser à nous individuellement. On n'est pas un groupe. Donc voilà, c'est tout. On va pas passer la matinée sur cette question. De toute façon, des rendez-vous réguliers sont et seront proposés à votre chef de file, que vous le vouliez ou pas. Et aujourd'hui, ce qui nous réunit, que vous le vouliez ou pas, c'est donc l'élection des délégués de droit et suppléants pour les élections sénatoriales. Je vais donc vous appeler individuellement pour aller voter. Avant ça, nous devons désigner un bureau électoral, enfin ce qu'on appelle un bureau électoral. Pour pouvoir procéder donc à cette élection, donc sur le bureau sont désignés les deux plus jeunes conseillers de ce conseil municipal, donc Cécilia Cotan et Yacine Awichi. Et pour surveiller les opérations de dépouillement seront désignés les deux plus âgés de ce conseil municipal, donc Bernadette Gruel et Patrick Duboc. Donc vous avez sur table les deux listes et un bulletin blanc qui vous ont été proposés. Donc je le rappelle, la liste avec vous pour Grand Couronne, avec sur la colonne de gauche les délégués de droit et sur la colonne de droite les délégués suppléants qui sont proposés. Et la liste Grand Couronne ensemble avec même chose, colonne de gauche les délégués de droit et sur la colonne de droite les délégués suppléants. Je vais appeler donc les deux plus jeunes à l'urne. Donc à l'appel de votre nom, je vous invite donc à vous déplacer à l'urne pour voter. Il n'y a pas d'enveloppe, il suffit juste de plier le document que vous avez sous les yeux et de le mettre dans l'urne. Je vais donc appeler Yacine Awichi pour voter. Donc pour Souilhabacourt, c'est Denis Sago qui vote. Nawal Batiti-Guiri est donc absente. Pour Karima Baziz, c'est Linda Bentifrawin qui vote. Linda, tu aurais pu rester sur place. Est-ce que tu votes après? Ok. Et là, tout de suite. Donc, Linda Bentifrawin. Pour Guillaume Charlemagne, est désigné Yacine Awichi. Bruno Courtois. Manuela de Araujo. Patrick Duboc. Julien Dumiol. Bernadette Gruel. Attends, il y a Julien qui va voter. C'est bon. Bernadette. Erika Basconzello. Nicolas Hulin. François Jurizic. Hélène Caffi. Hélène. Cécilia Cotan.
Tanner Cotan. Jean-Luc Langlais. Pour Amandine, c'est donc Hélène Caffi. Julie Le Sage. Bénédicte Mag. Hop. J'en profite. Hop. Ensuite, je crois que c'est Catherine Muller. Pour Walou Goulat, c'est Jean-Luc Langlais qui vote. Pour Hélène Pelly, c'est donc Prijo Tiercy. Fabrice Raoul. Véronique Rivette. Denis Sago. Cathy Septi. Et Prijo Tiercy. Tout le monde a bien voté, je n'ai oublié personne. Non, et bien on va donc pouvoir procéder au dépouillement. Oui, j'appelle Patrick et Bernadette pour surveiller le dépouillement.
Merci à vous. Alors, je vous donne donc le résultat. Nombre de conseillers présents et représentés, 28. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 28. Quotient électoral pour la répartition des sièges, 3,5. Bulletin blanc, 0. Bulletin nul, 0. Liste 1, avec vous pour Grand Couronne, 22 voix. Liste 2, Grand Couronne ensemble, 6 voix. Et donc, sont désignés suppléants Alexia Lefebvre, Joël Boitou, Stéphanie Levieux, Wassim Alami, Sandrine Langlais, Valkyr Mota, Inès Cafiboulard et Nicolas Vasilizine. Eh bien, merci. Merci aux collègues qui ont tenu les opérations de vote. Et puis, merci à vous de votre présence. Ce conseil est donc terminé. Merci à vous et bonne journée.